Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 septembre et aujourd'hui est un des rares jours où vous pouvez voir à la fois des Marseillais et des Parisiens contents. D'un côté, les Marseillais se réjouissent de leur victoire dans un classico qui était assez particulier, on va pas se le cacher, et de l'autre, les Parisiens ont évidemment un ballon d'or à fêter avec Ousmane Dembélé, mais également pas mal de récompenses acquises au cours de la cérémonie. Pour le journal, on va avoir déjà 3 sujets qui sont autour du ballon d'or. On va parler de celui de Dembélé, on va parler de Yamal et plus particulièrement de son daron. Nous parlerons également de Luis Enrique qui a été récompensé et enfin on enchaînera sur les affaires courantes, à savoir le classique remporté par l'Olympique de Marseille, ce qui apparaît comme n'étant pas le gros événement de la soirée, c'est éclipsé par le ballon d'or. En plus, le Paris Saint-Germain était diminué, mais tout de même c'est une grande joie du côté de Marseille, donc ça mérite qu'on s'y attarde. Et enfin, on clôturera le journal sur l'avenir de Vinicius Junior. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'est donc Ousmane Dembélé, le grand gagnant du Ballon d'Or, et mon Dieu, si on m'avait dit ça il y a de ça seulement un an, je crois que j'y aurais pas cru. Il faut quand même se rappeler de ce qu'était Ousmane Dembélé avant de se transformer de façon aussi spectaculaire. Moi, c'est un joueur que j'avais défendu au cours de sa première saison au Paris Saint-Germain. On lui reprochait son inefficacité, mais j'étais tout le temps en train de mettre en avant sa capacité à faire des différences, son avant-dernière passe. Sauf que voilà, en novembre dernier, j'ai craqué, j'en pouvais plus, il y avait trop d'inefficacité. J'avais même sorti une vidéo où je disais que j'abandonnais tout espoir. Bravo moi, parce que le sens du timing, je pense qu'il pouvait pas être plus désastreux, vu qu'après, Dembélé est devenu un joueur absolument phénoménal. Mais pour ma défense, on était nombreux à avoir abandonné tout espoir autour du mois d'octobre, novembre dernier. Et là, Ousmane Dembélé a fait une demi-saison juste exceptionnelle. Déjà, statistiquement, la saison passée, eh bien, c'est 35 buts et 16 passes décisives, 53 matchs au total, mais seulement 39 en temps de jeu. Et on peut dire qu'il y a seulement eu la moitié de ces 39 matchs où il a été vraiment exceptionnel, vu que ça se joue surtout en 2025. C'est dire à quel point il a tout dévasté durant sa période de prime. Mais en plus, symboliquement, il y a tout pour que ce soit un beau ballon d'or, parce que Dembélé, t'y croyais plus, alors que c'était un crack annoncé de façon incroyable quand il était au Stade Rennais, quand il était au Borussia Dortmund. C'est un mec qui était connu pour son inefficacité offensive, mais qui a réussi à se réinventer en étant placé à un poste de faux numéro 9 assez improbable quand on y pense. Il a totalement incarné ce Paris Saint-Germain victorieux de la Ligue des Champions en étant ton premier attaquant, mais également ton premier défenseur, vraiment exemplaire au pressing. C'est un ballon d'or français qui évolue dans un club français et très égoïstement en tant que français, ça me fait plaisir. Donc j'ai juste envie de dire félicitations à Ousmane Dembélé, un ballon d'or qui était attendu au cours des dernières semaines, qui était très improbable au cours des dernières années, mais là il n'y a qu'une chose à dire, c'est félicitations l'artiste. Le père de Yamal, il joue contre son fils. Alors que le joueur a été classe et impeccable au cours de la cérémonie du Ballon d'Or, on peut pas en dire autant du padré, puisqu'un média espagnol, il est parti en vrille, il a dit que c'était le plus grand préjudice moral causé à un humain. Sérieusement mec, t'es sûr qu'il n'y a pas pire dans la vie? Et puis il a également dit qu'il se passait des choses très bizarres ici en parlant de la cérémonie du Ballon d'Or. On est à 2 doigts de tomber dans la théorie du complot. Alors évidemment, personne va reprocher au père de Yamal de considérer que son fils c'est le meilleur et de l'aimer. Mais il y a une phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et je trouve que ça en est une bonne illustration. Il rend pas service à son fils avec ses déclarations. Les anti-Yamal vont encore dire que le joueur est arrogant, alors que là, pour le coup, le joueur n'a rien fait. C'est son père qui a une communication agressive. Et du côté de l'Espagne, je vais commencer à croire qu'on est très mauvais perdant, parce qu'on a déjà eu le précédent Vinicius Junior où franchement le Real Madrid n'a pas renvoyé une image très classe. Ensuite, on a le père de Yamal qui va encore créer la polémique, et puis tu te rends compte finalement que il s'agit de doser un petit peu. Yamal, il est extrêmement jeune, il fait 2e du Ballon d'Or. Même ceux qui mettent Dembélé Ballon d'Or s'accorderont sur le fait qu'il fait une saison exceptionnelle, Lamine Yamal. Il a l'avenir devant lui, il va en gagner des Ballons d'Or. Et parler de corruption,
Alors en fait des votes pourris au Ballon d'Or on en a vu tous les ans de la part de certains journalistes et c'est pas pour autant qu'il y a de la corruption parce que parfois on voit des journalistes placés en numéro 1, des joueurs complètement mineurs dont personne n'en a rien à faire et évidemment ces joueurs ils ont aucune chance de gagner un Ballon d'Or, ils vont pas verser un chèque aux journalistes. C'est juste que comme toute récompense où il y a des humains qui votent, parfois il y a des votes avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a des votes qui sont contestables, et en plus on peut débattre, est-ce que Yamal méritait ou pas le Ballon d'Or, mais c'est pas non plus le scandale du siècle que ce soit Dembélé qu'il est, moi je juge même que c'est plutôt juste. Donc félicitations à Yamal pour sa classe durant la cérémonie, j'insiste là-dessus parce qu'il faut aussi le rappeler, mais je le redis, son père il joue un peu contre les intérêts de son fils. L'entraîneur de l'année récompensé par le Ballon d'Or est donc Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, et j'ai envie de dire que c'est finalement logique puisqu'il remporte la Ligue des Champions avec un PSG qui est une équipe extrêmement marquée par les préceptes de Luis Enrique. J'ai même très rarement vu une équipe qui était aussi identifiée avec le style de son entraîneur. Aujourd'hui, je me pose une question, c'est qu'est-ce que sera le Paris Saint-Germain après Luis Enrique? Parce qu'en fait, Luis Enrique a tellement été influent sur la construction de l'effectif, sur le repositionnement des joueurs, sur l'ADN de l'équipe, que je me dis que ça va être très dur de penser à la suite. Alors peut-être que Luis Enrique va avoir plusieurs années de succès, peut-être qu'il va avoir une longévité à la Klopp ou à la Guardiola, c'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je souhaite également au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est amplement mérité, il n'y avait pas de débat, mais j'ai quand même envie de saluer deux autres entraîneurs qui font une très grande saison. Le premier, c'est Hansi Flick du côté du FC Barcelone, parce que lui aussi, il a construit une équipe qui est à son image et qui respecte vraiment ses préceptes de jeu de façon extrêmement identifiable. Il a également permis au Barça de revenir dans les équipes très performantes. Et puis, il faut parler d'Antonio Conte du côté de la Serie A. Il fait avec le Napoli ce que peu d'entraîneurs peuvent se targuer d'avoir fait, à savoir en faire un rouleau compresseur à l'échelle du football italien, disons les choses très clairement. Donc félicitations à eux également, mais Luis Enrique, il n'y a pas débat. Soirée historique pour l'Olympique de Marseille. Alors oui, le PSG a son Ballon d'Or, mais l'OM a son classique, et Dieu sait qu'en Ligue 1, ça faisait longtemps que les Marseillais attendaient cette victoire. Un petit 1-0, mais 1-0 qui fait plaisir et qui servira finalement de bon motif à faire la fête. Voici les compos qui étaient alignés, et moi qui vous disais dans mon avant-match que j'espérais de tout cœur voir Aguerd pour ce match, j'ai pas été déçu. Buteur et auteur d'un match de patron, et de manière générale, toute la ligne défensive de l'OM, des pistons jusqu'à tes joueurs en charnière centrale, ont été extrêmement satisfaisants. Je trouve vraiment que la stabilité marseillaise est à aller chercher de ce côté. Aguerd, Pavard, ce sont des patrons. À côté d'eux, Balerdi peut se juger bien encadré. Peut-être que ça va aider un petit peu le joueur à gagner en confiance, en régularité. Mais en tout cas, ils ont fait une très belle prestation avec un gardien de but qui a également été à la hauteur de l'événement. Alors on pourra toujours dire, et on a raison de le rappeler, que le Paris Saint-Germain n'était pas au complet, qu'il suffit de regarder la composition. Il y a un truc qui est criant, c'est que tu as 4 titulaires qui sont absents, mais en attendant, il y a quand même des choses satisfaisantes à aller chercher du côté de Marseille. Par exemple, moi je tape toujours sur Greenwood qui m'agace parce qu'il fait pas les efforts défensifs. Et bien au cours de cette rencontre, il les a fait. La petite ombre au cours de cette soirée, c'est pour Paris Lucas Chevalier qui loupe sa sortie aérienne, qui permet le but de Marseille. Ça arrive, c'était peut-être pas le meilleur match pour que ça arrive, mais vaut mieux ça qu'en finale de Ligue des Champions, vous allez me dire. Et il y a un côté rassurant avec ce résultat. Moi, j'étais ni pour le PSG, ni pour Marseille. Je m'en moquais un petit peu. Mais voir que Paris, avec autant d'absents, est prenable par une équipe que je jugeais sur le papier la deuxième de Ligue 1, ça me rassure un peu. Je me dis, ok, il y a quand même un intérêt sportif pour le PSG en Ligue 1. C'est pas ça qui va faire que je me dis que Paris a un risque de perdre la Ligue 1 cette année, mais au moins je me dis que s'ils sont diminués, il y a de l'enjeu. Donc félicitations aux Marseillais, un match qui peut être fondateur à n'en pas douter. Vinicius Junior qui part au mercato hivernal, ça devient un scénario crédible et c'est une dinguerie de se dire ça alors qu'il y a seulement une année, c'était la star du Real Madrid, c'était un joueur qui était quasiment au sommet du football mondial et là il pourrait partir comme un élément anonyme en plein cœur de saison alors que
waouh, non vraiment, il faut se rendre compte de ce qu'était Vinicius Junior il n'y a pas si longtemps. Alors ça s'explique par deux choses. La première, c'est la situation sportive du joueur. Il a moins de temps de jeu, son rôle diminue et sur le terrain, il est également moins bon. Alors c'est le serpent qui se mord la queue, on imagine. Vinicius, c'est pas le genre de mec qui gère très bien ce type de frustration. Moins il joue, plus il doit être frustré. Plus il doit être frustré, moins il est bon. Moins il est bon, moins il va jouer. Et avec Xabi Alonso, tu sais que tout a été un peu remis à plat et qu'il faut mériter sa place. Vinicius Junior a toujours du talent, mais en ce moment il a du mal à exprimer et ça dure depuis déjà pas mal de temps. Et puis le deuxième point, c'est la situation contractuelle du Brésilien. Il est en fin de contrat jusqu'en 2027, les négociations pour la prolongation n'avancent pas et sa situation sportive, là aussi c'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que moins il est bon, moins le Real Madrid va pouvoir lui donner des choses pour qu'il prolonge et plus la prolongation tarde, plus on se dit que ça met le joueur dans des conditions où il va pas être bon. La question que je me pose, c'est ok, on part du principe qu'il peut être évacué au mercato hivernal, on fait du foot fiction, où est-ce qu'il peut aller? Il y a quoi, quelques clubs de première ligue à tout casser qui sont capables de poser la somme nécessaire sur le marché des transferts. Il faut également pouvoir incorporer Vinicius dans ton effectif parce que évidemment si tu le recrutes pour une très grosse somme c'est pour qu'il soit titulaire, sinon il y a quoi, la Saudi Pro League, ce serait quand même assez décevant pour un joueur de cette ampleur, mais ce serait un bon moyen de développer le championnat d'Arabie Saoudite. Affaire à suivre, on sait que dans ce genre de dossier on peut avoir des retournements de situation à vitesse extrême. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je ferai un focus sur le Ballon d'Or, non pas pour parler de l'éternel débat Yamal-Ousmane Dembélé, j'en ai assez parlé dans le journal, mais pour parler d'autres points qui m'ont réjoui ou qui m'ont déçu, les joueurs qui sont finalement 15e, 4e, 3e, 20e, je vous donne des positions au pif, dont on parle un peu moins, mais autour desquels il y a des vrais sujets. Par exemple, si vous êtes un habitué du journal, vous savez que Pedri, j'en ai fait un lobbying intensif tout au long de la saison, je suis assez surpris de le voir aussi loin, donc il ne s'agit pas de dire que c'est un scandale ou je sais pas quoi, mais simplement de dire, moi, personnellement, ça n'engage que mon avis, j'aurais mis tel joueur plus haut ou plus bas, bref, vous connaissez un petit peu les bails. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut!